Alors, je vais vous présenter, par rapport à cette question de la modernité et de ses multiples entrelacs et interactions, trois projets que je considère comme importants, en tous les cas, qui peuvent avoir une actualité aujourd'hui. La Villa 1027, Beaubourg, on en a parlé, et le cabanon de Le Corbusier. Alors, deux sont situés à Roquebrune-Camartin. Je suis né à Roquebrune-Camartin, donc vous comprenez immédiatement qu'il y a une implication personnelle dans ces choix. Et comment dire ou résumer cette intervention? On a beaucoup parlé de théorie de la modernité, c'est le rôle des historiens, c'est le rôle des architectes d'essayer de les formuler. En tous les cas, l'histoire vise à les énoncer le plus clairement possible. Quand on n'est pas praticien, on est dans les doctrines. Un peu plus derrière, on peut remarquer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de doctrines, si tant est, qui est énoncées clairement, que de théories sur l'architecture. Donc j'ai parlé d'un point de vue doctrinal, c'est-à-dire comment on applique des théories et comment ces théories sont infléchies à l'aune d'un site, d'un contexte économique, politique et social. Alors je vais commencer par la Villa 1027, dite Villa Hélène Gray. Aujourd'hui, je dis ça parce que c'est assez intéressant de voir l'histoire de cette villa qui a été faite par un architecte et une designer de manière tellement liée qu'on peut difficilement distinguer ce qui relève de l'architecte dans le produit final et ce qui relève du designer. Sachant que Jean Badovici ne pouvait pas faire cette villa tout seul et Hélène Gray non plus. D'ailleurs, E 1027, E c'est le E de Hélène, 10 c'est le J de Jean, 2 le B de Badovici et le 7 pour Gray. Donc dans l'énoncé même de la villa, il y a cette histoire pluridisciplinaire dont on a parlé. On va recouper, ce que je vais montrer va quand même recouper pas mal de ce qui a été dit précédemment. Donc c'est une villa qui est située, comme je vous l'ai dit, à Roquebrune-Camartin, au bord de l'eau, en belvédère sur la mer, avec là une vue plus récente. On voit apparaître un toit terrasse et voilà la villa, qui a les attributs, quand on les regarde rapidement, des 5 points d'architecture. Elle a été faite en 29, c'est-à-dire une année avant que Le Corbusier fasse la Villa Savoie. C'est assez important de le noter. Donc on a à peu près comme ça, rapidement, les attributs des 5 points d'architecture, fondateurs de la modernité, le toit terrasse, le plan libre, la façade libre, les pilotis, et puis les fenêtres bandeaux. Elle est inscrite dans un site qui est en pente, escarpé. Donc on voit une autre image, elles sont un peu floues ces images d'archives, où on voit, donc, comme je vous en parlais, la question de la fenêtre en bande, la toiture terrasse, les pilotis en bas. Une autre vision depuis le bas de cette villa avec une sorte de loggia ici, faite par des tissus, qui refabriquent une fenêtre en bande, mais de façon textile. La villa restaurée aujourd'hui, parce qu'elle a été restaurée par Pierre-Antoine Gattier. Mais on voit sur cette image une chose intéressante, c'est que si on la compare encore une fois à la Villa Savoie, qui est une espèce de manifeste puriste, on voit apparaître sur ces images des volets traditionnels qu'on retrouve dans toutes les maisons du village alentour ou des maisons traditionnelles, c'est-à-dire une sorte de partie-sol avec des lamelles qui permettent de filtrer la lumière et de laisser passer l'air, ce qui est une référence assez directe au vernaculaire. Sur le plan, on voit apparaître quelques éléments du plan libre, mais ça ne l'est pas tout à fait, avec à l'arrière une cuisine qui est déportée complètement par rapport au séjour et aux chambres. Ce modèle de cuisine déporté à l'arrière, au nord, donc l'abri du soleil pour que le garde-manger soit plus classique. Là aussi, c'est emprunté aux typologies traditionnelles des maisons ou des mâts, c'est pas provençaux en l'occurrence parce qu'on est près de la frontière italienne, en tous les cas des maisons traditionnelles et des fermes qu'on trouve dans la région. La coupe qui montre une adaptation au terrain très fine et au contexte. Vous avez ici les restants dont je vous parlais, les murs soutènement. La maison est en tension légèrement pour que la partie sur pilotis puisse être ventilée, qu'elle puisse produire donc des espaces frais. On a une double toiture, donc cette dimension qu'on pourrait nommer écologique aujourd'hui, en tous les cas très pragmatique d'adaptation au climat. On voit la villa aussi qui s'inscrit dans l'autre sens, sur la coupe dans l'autre sens, avec
une sorte de rapport au sol qui l'a fait émerger. Enfin, on voit qu'il est très lié à son sol, ce que les pilotis, par nature, ne donnent pas. Notre vue de la façade principale, avec cette contamination entre donc, les 5 points d'architecture et une critique finalement virulente, on le voit apparaître progressivement, de ces 5 points. Le projet aussi qui est en tension par rapport au restanque, hein, vous avez les lignes ici des restanques, il se décale légèrement, il fait face au sud, il permet ce décalage dessous des pilotis, on arrive dans ce point d'entrée par la cuisine avant de rentrer dans le séjour, avec des séquences d'approche tout à fait spécifiques pour redécouvrir l'horizon. Voilà l'entrée. Vous apercevez au-dessus, parce que c'est un lieu, les unités d'habitation, les unités de camping, pardon, de Le Corbusier. Parce que Le Corbusier a construit son cabanon tout à côté. Donc le décalage avec la partie sur pilotis, le rapport au sol, et une maison qui naît de son sol et qui est ancrée dans le climat et le site, avec cette entrée ici en baïonnette. La cuisine, dont je vous parlais, avec cette image là, enfin on voit, on ne peut pas être plus vernaculaire que ça, on a l'impression d'être, sauf la menuiserie, dans une ferme traditionnelle. En revanche, lorsqu'on rentre dans le séjour, on voit apparaître, et on commence à voir apparaître, le rapport qui est entre l'espace et le mobilier, puisque cette maison, je le répète, a été faite en une fois, du geste jusqu'au rapport au site, avec ce mobilier qui aujourd'hui est célèbre. D'ailleurs, pour mémoire, on en reparlera peut-être après, le fauteuil-là coûte 3 fois plus cher que l'ensemble maison et terrain. Ça remet les architectes à leur niveau sur le marché de la spéculation. Voilà. Le séjour, lorsqu'on tourne la tête, voilà, on est face à l'horizon. Là, les arbres ont poussé, mais c'était vraiment un cadrage fin avec la ligne. Hop là. Attendez, je suis passé un peu plus vite. Avec la ligne d'horizon qui était précisément au milieu de cette fenêtre en bande, mais virtuelle, faite par des tissus. Les tables et le mobilier d'Eilengré, révolutionnaire à l'époque, hein, faire de tubes calés sur donc la production industrielle, mais très attentif dans tous ses détails, un art de vivre, les chambres. Les images sont de mauvaise qualité, mais vous voyez par toute une série de détails à quel point toute la maison est construite à partir du geste. Là, le mobilier isolé qui est donc défini de façon tout à fait particulière. Et puis, ce petit meuble peut-être pour dire à quel point architecture et design sont liés dans cette maison, puisque on voit un dispositif assez amusant ou étonnant de tiroirs qui basculent. Mais en fait, la position de ce meuble, il est situé exactement entre la salle de bain et la chambre, et c'est en passant, c'est dans le mouvement du corps, donc on ouvre le tiroir dans le mouvement du corps qui nous fait passer de la salle de bain à la chambre. Donc tout ça pour dire, et avant d'enchaîner avec Beaubourg, qui est le deuxième point, vous voyez que les choses se recoupent, hein, parce que je pense que toute notre histoire, tout ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est que c'est un entrelac général entre les choses, c'est que cette villa a été construite donc, avec comme ambition de définir un nouvel art de vivre. Donc, du coup, il y a eu une distance assez nette et assez claire avec le point de vue théorique de Corbu et ses 5 points d'architecture, qui fait que cette villa est donc empreinte à la modernité, mais elle a, dès le départ, inscrit une modernité contaminée par le vernaculaire, par le régionalisme et par d'autres données qui seront théorisées une quarantaine d'années plus tard, à peu près, par Tzionis et Frampton. Donc c'est assez intéressant, et je trouve intéressant que dans un lieu aussi fort que ce lieu méditerranéen, la modernité soit née un an avant, je le répète encore, c'est important, hein, la villa Eilengré, déjà dans un autre registre, et qui était déjà une contestation des 5 points d'architecture qui étaient considérés par Jean Badovici et Eilengré comme trop théoriques ou trop radicaux ou trop rationnels. Alors, Beaubourg. On arrive au deuxième point qui, d'une certaine manière, montre
les rapprochements possibles entre utopie, pour le coup, celle d'Archigramme, et puis l'architecture de la ville, et toutes les influences de l'époque et du retour à la ville. Donc vous avez un bâtiment qui, comme ça, visuellement, est tranché, est en rupture complète avec le tissu urbain du Marais parisien, qui a fait beaucoup de polémiques, hein, on a parlé de la raffinerie, etc. Donc c'est un projet qui émerge de la toiture, qui est dans une vérité constructive qui peut rappeler Archigramme, on en reparlera dans le déroulé de la présentation. Donc structure visible, tout ce qui est servant, gaine, escalier, distribution à l'extérieur pour avoir des plateaux libres à l'intérieur. Donc c'est un projet qui a été nommé à l'époque de Claude Pompidou sur un concours. Donc on peut se demander d'ailleurs, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui sur le recours qu'il y a sur les permis de construire, si ce projet aurait été faisable aujourd'hui, sachant qu'il y avait encore un désir de modernité à l'époque. Voilà le site. Donc dans le Marais, il y avait encore les halles et une sorte de terrain vague ici sur lequel le concours a été lancé. Et tous les concurrents de Rogers et Piano, avec Peter Rice en structure, tu en avais parlé tout à l'heure, ont fait des bâtiments qui s'étalaient sur l'ensemble de la parcelle. Bon, c'était un concours ouvert, hein, je ne sais plus combien il y a eu de propositions, plus d'une centaine. Ce projet, lui, était de nature différente puisqu'il distinguait un bâtiment et une place. Donc ce bâtiment dont l'icône est ce fameux escalator qui permet de monter jusqu'aux étages supérieurs, des structures extradossées, un bâtiment transparent, avec un travail structurel très important pour libérer les plateaux. Donc plateau libre, vous voyez que la structure est à l'extérieur, hein, avec tout un dispositif de câbles qui maintiennent. On le voit sur cette coupe. Voilà, des grandes portées, des câbles à l'extérieur, un dispositif qui est nommé gerberette, enfin une structure très pointue pour, encore une fois, non pas exprimer de façon expressionniste la structure, mais pour pouvoir libérer de la façon la plus claire possible les plateaux et rendre le bâtiment complètement disponible, flexible, ouvert sur l'avenir. C'était un centre d'art à l'époque, c'est devenu un musée, puisqu'on a cloisonné, qu'il n'y a plus cette ruche ou cette énergie qui était à l'origine, ou qui était posée dans le programme à l'origine de Beaubourg. D'ailleurs, on ne monte plus, c'est payant, on ne monte plus sur les toitures. Voilà le dispositif structurel qui a été considéré comme industriel alors qu'il était parfaitement artisanal, puisque chaque pièce a été moulée et meulée à la main. Le chantier, on voit le contraste très fort, évidemment, entre les immeubles, et la structure nouvelle. Les plateaux libres, ouverts, c'est la peau et les os, hein, d'une certaine manière, ce bâtiment. Donc le plan qui montre ce que je vous disais, hein, une liberté totale, et puis en périphérie, tout ce qui est technique et circulation. Alors, cette coupe qui montre l'ambition dont je vous parlais de ce projet, d'origine, être un lieu vivant, ouvert à la culture, transdisciplinaire, et qui intègre ici la place, vous voyez un schéma de projection, qui montre des projections et qui montre cette place urbaine en même temps que le bâtiment lui-même. L'impact dans le site, les tuyaux et toute cette structure extradossée qui a tant fait polémique et qui en fait aujourd'hui une icône. Le dispositif du bâtiment avec, comme je vous le disais, tous ces systèmes de circulation qui permettent de mettre la villa en belvédère devant cette place légèrement creusée. C'était un des points forts revendiqués par les deux architectes, la mise en scène de la ville par ce bâtiment. Les terrasses, avec effectivement des vues spectaculaires et magnifiques sur la ville de Paris. Et ce dessin pour dire quoi? Pour dire que finalement ce bâtiment, il a été construit, ou il a comme source d'origine les théories d'Archigramme,
Ce dessin, c'est ce que ce dessin évoque, hein, le projet pourrait se développer de cette manière-là, qui ont connu un grand succès dans les années 70, qui étaient très influencés par la pensée de Barthes aussi, pour partie, hein, le neutre intense, qui est le centre de gravité de tous les possibles, par des mouvements en art comme Constance, c'est-à-dire l'idée qu'un bâtiment pouvait être mis à disposition d'une société pour qu'elle se régénère, pour qu'elle évolue, qu'elle soit libre d'un point de vue culturel, du point de vue de l'organisation sociale. Mais chez les Smithson, il y avait une dimension qui a, pour partie, à mon avis, plombé ces théories, c'est qu'ils n'avaient plus besoin du sol. Les Smithson disaient que ces structures qui relevaient des infrastructures, hein, qui couvraient les villes, n'avaient pas besoin du sol. Elles pouvaient flotter au-dessus des villes dans une liberté absolue. Donc, origine anglo-saxonne de ces théories, mais dans l'équipe, il y avait un Italien, en la personne de Renzo Piano. Donc, on a des théories anglo-saxonnes et un parallèle qui est assez étonnant avec l'architecture de la ville. On a parlé de Rossi tout à l'heure. On était quand même dans cette période où on réévaluait la ville, évidemment pas d'une manière aussi... pas avec des bâtiments qui avaient cette forme, mais quand on regarde Beaubourg, on se rend compte qu'en réalité, il s'inscrit dans le tissu urbain et qui compose une figure urbaine. Imaginons qu'il n'y ait pas de tuyaux, qu'il y ait des toitures en zinc avec des façades néoclassiques. On est dans une position urbaine tout à fait traditionnelle. On tient l'alignement, il y a une place qui est dégagée ici. Et donc on a un rapprochement tout à fait inédit entre le retour à l'histoire de la ville et les théories d'Archigram qui la niaient complètement dans un bâtiment, dans une synthèse qui s'est faite à Paris. C'est peut-être pas neutre, puisque Paris est entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et que l'équipe était constituée de cette manière-là. Donc, vous voyez l'alignement. Bon, encore une fois, si on s'abstrait des formes contemporaines ou futuristes, ou je ne sais pas comment les appeler, puisqu'elles évoluent selon le temps, on voit qu'on est dans un alignement, que la continuité de la rue est assumée, et que devant, on a la Piazza del Campo, c'est-à-dire une espèce d'amphithéâtre comme ça, creusé, et qui est aussi important pour la vie du centre dans ce quartier que le bâtiment lui-même. Voilà, on voit sur cette image ce rapprochement, pour moi, fructueux et inédit. C'est sans doute un des rares bâtiments qui est capable de faire ça, entre une utopie, l'atterrissage d'une utopie dans un milieu urbain, et du coup, cet objet insolite qui est une des icônes parisiennes. Je ne sais plus qui disait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on rapproche... Vous allez sans doute me le dire, puisqu'on est dans une société d'érudits, là. On ne rapproche pas ce qui devrait l'être, on rapproche ce qui ne devrait pas l'être. Et une des questions qui se pose à nous aujourd'hui, elle se pose dans ces termes. Je pense que la biennale d'architecture, c'était peut-être aussi une des questions sous-jacentes. Qu'est-ce qu'on peut, dans tout ce qui a été produit au XXe siècle, réutiliser ou recombiner pour pouvoir commencer ce XXIe siècle et produire un certain nombre de bâtiments qui soient contemporains et à l'aune d'un futur incertain qui nous attend. On revient à Roquebrune-Camartin, qui pour moi, vous allez le voir, est un des centres, il y a le centre du monde, la gare de Perpignan, mais là il y a le centre de la contestation de l'architecture contemporaine, y compris par Le Corbusier, qui, si on prend la métaphore footballistique, a tiré un but contre son camp là, avec le cabanon, par rapport à la modernité. Donc le cabanon de Corbusier, la villa Hélène Gray que je vous ai présentée, ici les unités d'habitation, là l'étoile de mer, qui était un cabanon local à partir duquel s'est constituée toute cette histoire, et le cabanon Le Corbusier qui est sous ce caroubier, qui est caché, mais qu'on voit comme ça. Voilà. Le Corbusier, en 65, non, en 57, 58, il fait ce bâtiment, il meurt en 65. Donc, vous voyez que si on est à l'opposé complet des théories, hein, il démarre avec les 5 points d'architecture, il finit avec ça, en gros. Donc un cabanon qui fait 2 doses, qui est tout petit, 3,66 m par 3,66 m, qu'il appelait son palais. On voit dispositif de fenêtres. Là, c'est l'opposé de la villa Hélène Gray aussi. Il y avait toujours ce rapport entre cette modernité achevée, enfin naissante, et ce que Corbu nous laisse comme message à la fin de sa vie. Des dispositifs
de ventilation verticale, donc tout à fait, une image tout à fait incongrue si l'on pense à ce que Corbu a pu faire dans sa vie, ce qu'il a pu dire et ce qu'il a pu énoncer comme point d'attaque sur l'architecture. Histoire de ventilation, vous voyez que c'est des dosses vermoulues, hein, très rustiques. Là, à l'intérieur du cabanon, on rentre par ce couloir, c'est 3,66 m par 3,66 m, donc tout à fait petit, un décaissé, et on voit apparaître quelque chose qui est assez déterminant chez cette génération d'architectes, c'est-à-dire le rapport à l'histoire de l'architecture et aux figures intangibles de l'histoire de l'architecture, notamment le thème de la spirale, hein, qui est un des thèmes qui parcourt l'histoire de l'architecture. Donc on rentre, le bâtiment est tout petit, hein, il fait quand même un couloir, on rentre dans ce bâtiment et il est organisé autour d'une spirale. Autre chose, vous voyez les tracés régulateurs ici avec un carré, nombre d'or, les compositions qui redécomposent le bâtiment. Donc on voit qu'on est dans une culture du tracé régulateur, du nombre d'or, de tout ce qui a constitué l'architecture depuis les Grecs jusqu'à la période classique, qui a été niée par les modernes, puisque dans leur volonté absolue de casser l'académisme, ils étaient sur une position « on n'a pas besoin du passé pour produire l'architecture pour le futur, il faut faire table rase et avancer », mais en réalité, tous ces gens-là continuaient à utiliser ces outils-là. Lorsqu'on pense à Miss, on en a parlé, à Wright ou à Kahn, ils dessinaient tous leurs bâtiments avec des tracés régulateurs. Alors Corbu a été plus malin, parce que Corbu était un grand malin. Il a inventé le modulor, ce qui n'est rien d'autre qu'un tracé régulateur fixé pour un homme de 1,83 m. Donc cette question de la continuité de l'architecture, Corbu, dans son cabanon, qui est une œuvre tout à fait modeste, l'assume et le montre, puisqu'il parle là directement avec ses schémas de l'organisation même du cabanon. La coupe, avec ce décaissé qui renforce donc l'idée de la spirale, qui permet aussi, évidemment, c'est une recherche sur l'habitat minimum, hein, il est dans la continuité de ces recherches sur l'habitat minimum, avec du rangement possible, dont toutes les fonctions se trouvent dans le cabanon, sauf la cuisine. Là, le couloir dont je vous parlais, on rentre par un espace tout petit qui fait paraître l'espace derrière plus grand, une fresque ici, on va revoir. Dispositifs de fenêtres qui sont positionnés de telle manière que le cabanon, tout en étant très peu ouvert, et très lumineux. Voilà un des objets qui avait fait polémique à l'époque, le lavabo au milieu de l'espace. La table légèrement déclinée, les deux fenêtres, la ventilation ici. Et puis des dispositifs pour agrandir l'espace sur les volets avec des fresques et un miroir, qui fait que lorsqu'on ouvrait le volet, on peut voir l'extérieur et multiplier les points de vue. Donc le cabanon et la villa face à l'horizon, cet horizon méditerranéen qui envoie de temps en temps quelques messages métaphysiques, et j'ai l'impression personnellement que Jean Badovici, Lengré ou Corbu n'y ont pas été complètement insensibles, puisque Corbu retourne vers le mythe qui dessine dans cette entrée des fresques avec le taureau, hein, on sait l'importance du mythe du taureau dans la culture méditerranéenne. Voilà. Il y travaille, il dessine Jean Bigard, il y vit, et puis il se fait photographier par Brassailles, parce que c'était un grand communicant, le Corbusier, hein. Il était en train de construire son mythe avec le cabanon. Il se fait photographier en site de bain par Brassailles, et il énonce une position qui est, je ne sais pas comment l'appeler, l'homme nu, c'est-à-dire on se retrouve, comment à un moment donné on peut habiter, ou comment finalement l'architecture a une dimension existentielle. Donc l'homme nu, on peut vivre mieux avec moins. C'est un message qui peut être actuel aujourd'hui. Voilà, il se fait photographier devant l'horizon, le bananier, l'écriture. Donc une mise en scène, hein, très claire de ce qu'il a dessiné là. Tout ça pour dire simplement que son message était important. Il n'a peut-être pas été reconnu à la hauteur de ce qu'il voulait qu'il le soit, mais c'est un message important pour lui. Parce que vous imaginez qu'on était, dans ces années-là, dans le tout technologique, dans l'an 2000, les soucoupes volantes, la disparition de la rue, enfin, il était contre l'arraisonnement de la technologie. Alors cette photo, simplement pour dire que
il y a une espèce de consanguinité dans ce lieu et que les grands hommes peuvent l'être un peu moins grands selon les cas de figure. Et là, il est en train de taguer la Villa Elengré. Enfin bon, je dis taguer, mais il a fait quelques fresques. Simplement parce que l'interprétation que j'en fais, c'est qu'il avait compris avec ses 5 points d'architecture que déjà cette espèce de position rationnelle, puriste, elle était déjà caduque, ou qu'elle était rendue caduque par la villa de Jean Badovici et Elengré, la villa 1027. Donc il est venu faire une série de fresques. Encore une fois, l'homme nu, on voit qu'il s'est fait tailler la jambe par un bateau. Il avait un rapport à la mer tout à fait particulier. Et cette image qui est la dernière, selon Paris Match, de Corbu avant qu'il meure, simplement pour dire qu'il avait écrit une vingtaine d'années avant de mourir « J'aimerais mourir en nageant face au soleil ». C'est ce qui lui est arrivé. Donc il y a un mélange tout à fait étonnant entre écrire son destin et la réalité de sa vie. Là, il termine avec... je terminerai avec la tombe qui reprend. D'ailleurs, vous voyez ici l'endroit où sont les cendres de sa femme Yvonne, puisqu'il a dessiné la tombe pour sa femme, et lui qui reprend un coucher de soleil sur l'horizon qui est en face. Alors, ces trois exemples pour dire que la fiction de la Méditerranée ou la fiction de la modernité, puisqu'il s'agit de deux fictions, des interprétations multiples, elles sont beaucoup plus complexes que cette écriture blanche et ferme qu'on peut imaginer sur la Méditerranée, que Corbu à lui seul pourrait aussi, puisqu'il en a été à l'origine et qu'il a lancé un message très différent à sa fin, être une espèce de fil conducteur et qui montre comment on passe, en tous les cas Corbu est passé d'un système protestant, c'est un protestant rationnel, séparation des flux, machin, etc., pour finalement finir dans une vision beaucoup plus complexe, beaucoup plus existentielle de l'architecture et beaucoup plus liée à la continuité historique de l'humanité ou du développement de l'humanité. Donc 3 points qui me paraissent aujourd'hui complètement contemporains. Le premier, j'ai dit travailler en équipe pluridisciplinaire, être impliqué dans un lieu. Le deuxième, c'est faire atterrir un certain nombre d'utopies qui n'ont pas encore produit tout ce qu'elles pouvaient produire. Et le troisième point, qui est pas le moindre, c'est que l'architecture, elle a une dimension existentielle, qu'être ici et maintenant, c'est le travail fondamental que l'architecte doit opérer. Ce qui m'amène, pour conclure, à revisiter ou à proposer une autre définition de l'architecture que celle que Corbu a énoncée, qui était une formule libératoire. L'architecture, c'est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. On le voit, il l'a appliqué même à sa tombe. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une autre définition de l'architecture que j'ai ramenée d'un voyage en Inde ou au Népal, qui me semble plus appropriée. C'est l'architecture au monde contemporain dans lequel on vit. L'architecture, c'est la science des correspondances subtiles. C'est-à-dire que c'est une science, donc elle a un corpus qu'on peut étudier, qu'on peut formuler, qu'on peut revisiter, qu'on peut transmettre dans les écoles d'architecture. Correspondance, ça veut dire que c'est un réseau d'interrelations avec le monde et avec les choses. Et subtil, c'est ce qui ne se voit pas, ce qui est sous le tissu. Pour les hindous, ça veut dire magique. Donc, une définition de l'architecture qui me paraît encore une fois aujourd'hui peut-être plus appropriée. Et le cours exposé que j'ai fait, c'est simplement pour montrer que on peut dérouler le fil des théories, mais dès qu'elles s'appliquent dans un lieu, dans un contexte politique, économique et social, elles deviennent plus complexes et qu'il s'agit bien de traiter d'un réseau de correspondances et de relations entre les choses pour pouvoir faire de l'architecture. Merci.